Et voilà, c'est schématisé là cette technique, que ce soit du conjoint ou bien du donneur. Les spermatozoïdes concentrés sont introduits, voilà la canule, à l'intérieur de la cavité utérine tout près des trompes. Et donc les spermatozoïdes vont continuer leur chemin pour féconder l'ovocyte. Ça doit être pratiqué dans un délai de 24 heures après l'ovulation parce que vous savez que l'ovocyte, sa durée de vie est d'environ 24 heures à maximum 48 heures. Donc on n'a pas trop de temps. Il faut directement suite à l'ovulation pratiquer cette insémination artificielle pour qu'elle réussisse. Je passe maintenant à la fécondation in vitro et transfert d'embryons. C'est la deuxième technique qui est nommée sous le nom de FIVET. Donc F pour fécondation, I pour in vitro, IV pour in vitro, etc. Alors c'est quoi cette technique? La fécondation in vitro et le transfert d'embryons est surtout pratiquée sur des femmes dont les trompes ovariennes, c'est-à-dire les trompes de Fallope, sont obstruées, sont bouchées et bloque ainsi le passage des gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovocytes. Et ça va empêcher bien sûr la fécondation. Cette technique consiste à administrer, à donner à la femme des injections de FSH. Vous savez, la FSH stimule le développement du follicule. Pourquoi faire? Pour stimuler la croissance et la maturation, mais cette fois de plusieurs follicules dans l'ovaire. Je nomme ça une super ovulation parce qu'il y a plusieurs follicules qui vont arriver à maturité et qui seront capables d'ovuler, d'expulser leurs ovocytes mûrs. Les ovocytes sont ensuite retirés de l'intérieur des grands follicules par aspiration et cela avant l'ovulation. Donc, je n'attends pas le pic de l'âge, je n'attends pas l'ovulation. Par des techniques médicales, on va aspirer du follicule, du grand follicule, c'est-à-dire du follicule mûr de Graaff, on va aspirer l'ovule. Cette méthode nécessite une simple intervention chirurgicale ou une canule est introduite dans le follicule à travers la paroi abdominale. Donc j'entre à travers cette paroi de l'abdomen, du ventre de cette femme, et on aspire les grands follicules. Les ovocytes sont ensuite examinés au laboratoire pour s'assurer que ce sont de bons ovocytes et incubés in vitro dans des conditions appropriées en présence des spermatozoïdes du donneur, c'est-à-dire c'est la majorité du fois du conjoint parce qu'en général, dans ce cas, le conjoint est normal, c'est le problème au niveau des trompes de la femme, pour permettre leur fécondation. Après une incubation, c'est-à-dire le fait de mettre les ovocytes en présence des spermatozoïdes dans une boîte de pétri, dans une boîte de culture que vous allez voir juste après, on les incube de 3 à 4 jours. On obtient généralement, s'il y a eu fécondation, des embryons de 8 à 16 cellules parce que vous savez, cette cellule œuf va se multiplier par mitose successive et donc 3 à 4 jours plus tard, on obtient environ ce nombre de cellules. 3 à 5 embryons sont alors transférés parce que nous avons pris plusieurs ovocytes. Et donc, s'il y a eu fécondation de ces plusieurs ovocytes, je ne vais pas avoir un embryon, mais plusieurs. Alors, ces embryons sont alors transférés dans l'utérus à l'aide d'une canule aussi, qui est introduite dans le vagin de la femme. C'est une technique, un processus qui est sans douleur pour la femme, qui peut se faire même dans la clinique du médecin. Le transfert de plusieurs embryons permet d'augmenter les chances de grossesse. C'est-à-dire, si je transfère plus qu'un embryon, peut-être que 2 vont mourir, 3 vont rester, 4 vont mourir, 1 va rester, mais au moins, j'aurai plus de chances de grossesse. Et voilà donc la technique schématisée. La stimulation de la croissance des follicules par la FSH, j'obtiens des follicules ovariens mûrs. On fait la ponction de l'ovaire et l'aspiration des follicules. On les prend au laboratoire, on les examine, on recherche les ovocytes. On les place dans cette boîte de pétri. Et bien sûr, en parallèle, on prépare les spermatozoïdes. On les met ensemble maintenant, ovocytes et spermatozoïdes. On laisse la fécondation se produire normalement, mais dans la boîte de pétri. On attend la division des embryons. Et puis, à l'aide d'une canule, on va transférer, comme vous le voyez à travers le vagin, cet ensemble de cellules qui forment l'embryon.
Et donc là, on va attendre l'anidation. Dans beaucoup de cas, l'anidation ne peut pas avoir lieu. Et dans d'autres cas, l'anidation peut avoir lieu, que ce soit d'un embryon, que ce soit parfois des 5 embryons. Et dans ce cas, j'obtiens des jumeaux. Et maintenant, on passe à la troisième et dernière technique, c'est l'injection intracytoplasmique à l'intérieur du cytoplasme du spermatozoïde. C'est-à-dire, on va injecter le spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme de l'ovocyte. En anglais, l'acronyme de cette technique, c'est ICSI, c'est ICSI. Donc, dans ICSI, une micropipette est utilisée pour injecter un seul spermatozoïde, comme vous le voyez là, au centre de l'ovocyte 2. Une fois la fécondation effectuée, l'ovule fécondé se développe au laboratoire, bien sûr, pendant 1 à 5 jours avant d'être transféré dans l'utérus de la femme. Donc, suite à cette méthode, je vais transférer l'embryon, bien l'ensemble des cellules plutôt, dans l'utérus de cette femme, comme on a fait avant dans la technique FIVET. Mais qu'est-ce qui diffère là? C'est que je vais introduire un seul spermatozoïde et c'est moi qui va le faire introduire à l'intérieur du cytoplasme. Alors que dans la technique FIVET, on prenait un ensemble de spermatozoïdes, beaucoup de spermatozoïdes, avec, disons, quelques ovules, quelques ovocytes plutôt. On les incube ensemble, on les met ensemble dans une boîte de pétri et on laisse la fécondation, c'est-à-dire l'introduction du spermatozoïde dans l'ovocyte, se faire seul, de façon naturelle, comme si c'était de façon naturelle. Mais là, je force moi-même l'introduction du spermatozoïde dans le cytoplasme. Et voilà, là, la vidéo, elle va montrer ce médecin qui parle de cette technique, comment elle se fait et c'est quoi les avantages. Hi, Dr. Morris here. Today on Infertility TV, I am going to discuss the IVF ICSI procedure. Should you be using ICSI for your IVF procedure or not? Stay tuned. The basic idea behind IVF is that the eggs are removed from the ovaries and fertilized outside the body in the laboratory. There are 2 techniques for fertilizing eggs. The older method is called standard insemination. With this technique, a few thousand sperm are placed in a laboratory dish near the egg. The sperm have to penetrate the egg on their own. This method has largely been replaced by ICSI. ICSI stands for intracytoplasmic sperm injection. With this technique, a single sperm is injected into a single egg. There are a number of reasons why ICSI is preferred over standard insemination. First of all, if a man has low sperm counts or poor sperm movement, then the chances are higher that fertilization will fail. Sometimes standard insemination can fail even when the sperm numbers are normal. This is likely due to a specific problem with the sperm not being able to fertilize eggs on their own. Unfortunately, we are not able to predict ahead of time which men have sperm that might fail to fertilize an egg. ICSI bypasses those types of problems, so the chances of an IVF cycle failing because of fertilization failure is a lot lower with ICSI than with standard insemination. When an egg is removed from the ovary, it is surrounded by a dense group of cells called cumulus cells. These cells make it difficult to see the egg under the microscope. This makes it harder to determine if the egg is mature or not. Immature eggs cannot be fertilized, so when there is poor fertilization, it could be in part due to there being many immature eggs rather than a problem with the sperm itself. When we do ICSI, these cumulus cells are stripped away. This allows us to know with certainty whether an egg is mature and allows more precise evaluation of the egg retrieval. Finally, ICSI is needed when we are doing genetic testing on embryos. With standard insemination, there may be sperm that didn't fertilize the egg still stuck to the outside of the egg after fertilization. This can cause an incorrect result when trying to do genetic testing of the embryo. So ICSI is mandatory when doing genetic testing. For more important information about ICSI, tap here. But before you go, be sure to like this video. If you have questions or an idea for a future episode, leave it in the comments. And you should definitely subscribe to Infertility TV now for new episodes weekly. It's like having a fertility specialist in your phone. On répète donc ce qu'on a vu dans la vidéo. Pourquoi aurais-je besoin de cette technique ICSI? Parce qu'elle aide à surmonter les problèmes de fertilité suivants. Que ce soit chez l'homme, que ce soit chez la femme, mais chez l'homme, ils sont plus nombreux.
Donc de 1, si le partenaire masculin produit trop peu de spermatozoïdes, c'est le cas d'une oligospermie, pour faire une insémination artificielle ou bien une technique FIV ou bien FIVette, ce sera trop difficile parce que vous savez, dans l'insémination artificielle, j'ai besoin de plusieurs spermatozoïdes, d'un nombre assez bon de spermatozoïdes qui seront introduits dans la cavité utérine, tout près des trompes de Fallope, pour qu'ils continuent leur trajet. S'ils sont trop peu nombreux, alors ça ne marchera pas. J'ai besoin d'introduire un seul spermatozoïde dans le cytoplasme de l'ovocyte 2. La deuxième raison, c'est que le spermatozoïde peut ne pas bouger normalement. C'est le cas d'une asténospermie. Le spermatozoïde est incapable de s'attacher à l'ovocyte 2 et par la suite, il ne pourra pas faire pénétrer sa tête dans le cytoplasme et l'union des deux noyaux ne peut pas avoir lieu. 4. Un blocage dans l'appareil reproducteur masculin peut empêcher les spermatozoïdes de sortir, comme dans le cas où, par exemple, les canaux déférents sont bouchés, comme dans le cas d'une azospermie. Dans le sperme, il n'y a pas de spermatozoïdes parce que les canaux sont bouchés. Et pour la femme, il peut y avoir un cas d'immaturité de l'ovocyte. Si l'ovocyte est encore immature, même si le spermatozoïde est très bon, il peut arriver, il peut féconder, mais il ne peut pas le féconder à cause d'un problème dans l'ovocyte. Et là, vous voyez un tableau comparatif des différentes techniques de procréation médicalement assistée ou bien PMA, ou bien ce qu'on nomme aussi l'AMP en anglais. Les techniques sont devant vous, l'insémination artificielle du conjoint. La situation est une stérilité masculine, c'est-à-dire nombre très bas de spermatozoïdes ou bien une oligospermie, ou bien chez la femme des troubles cervicaux au niveau du col de l'utérus qui empêchent ces spermatozoïdes d'arriver. Une insémination artificielle, mais cette fois du donneur, ça peut être dû à une infertilité du conjoint non traitable. Donc, on l'a fait dans le cas où il y a une infertilité du conjoint qui n'est pas traitable. Fécondation in vitro ou bien FIVette, ça se fait dans le cas où les trompes sont obstruées, c'est-à-dire ni les spermatozoïdes ne peuvent arriver, ni l'ovocyte ne peut se déplacer, c'est-à-dire l'ovule fécondé ne peut pas se déplacer. La dernière technique, c'est la méthode ICSI. Dans les cas qu'on vient de nommer avant, on peut la faire. Eh bien, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris.